Paris, 13 juillet 1693. Dans une pièce sombre et humide de la rue des Cordeliers, l'odeur du sang mêlée à l'odeur d'arsenic des produits chimiques du bain, l'homme le plus puissant de France à cette époque gisait effondré dans la baignoire, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte comme s'il voulait crier quelque chose, mais ne pouvait pas finir. Son sang s'est répandu en rouge sur l'eau, s'égouttant sur le sol en traînées froides. Dans sa main, il serrait toujours le morceau de papier avec le nom de la personne qui avait frappé à la porte, Charlotte Corday. Personne n'aurait pu s'attendre à ce que la mort de Jean-Paul Marat, symbole vivant de la Révolution française, écrivain perspicace du journal Ami du peuple, vénéré par les masses comme un flambeau sacré éclairant le chemin, vienne d'un seul coup de poignard, droit au cœur, d'une jeune fille de province, calme, belle, comme un tableau immobile. Charlotte Corday. En quelques heures, son nom était mentionné dans tous les coins de Paris comme celui d'un monstre, d'un diable de sang-froid, d'une ennemie du peuple. Mais étrangement, Charlotte ne s'est pas enfuie, n'a pas crié ni supplié. Lorsqu'elle a été arrêtée sur place, elle a simplement déclaré d'une voix froide et glaciale « J'ai tué une personne pour sauver des milliers de personnes ». Les mots se sont rapidement répandus dans un tumulte. Une partie de la France était furieuse, le reste commençait à se demander « Était-elle une meurtrière ou un dernier signal d'alarme dans une époque qui se dévorait elle-même » La mort de Marat n'était pas simplement un meurtre, c'était une gifle à la sanctification de la Révolution. C'était un coup de poignard dans la poitrine d'une institution qui venait de naître du sang et du fer, mais qui commençait à devenir aveugle, sanguinaire et fanatique. C'est cette jeune femme, ni victime de l'oppression, ni ennemie de la liberté, qui a décidé qu'il était temps d'agir, car personne d'autre n'osait le faire. Charlotte vient de Caen, une campagne paisible du nord-ouest de la France. Elle est la descendante d'une aristocratie déchue, vivant dans un couvent et élevée aux livres, à la théologie et à la philosophie des Lumières. Elle était fascinée par les œuvres de Rousseau, Voltaire et Plutarque, croyant toujours que les humains pouvaient devenir bons grâce à la raison et à la morale. Mais ensuite, elle a vu le gouvernement révolutionnaire, qui avait lancé le slogan « Liberté, égalité, fraternité », se transformer en une machine d'exécution de sang-froid, écrasant quiconque était considéré comme contre-révolutionnaire. Et à ses yeux, Marat était l'incarnation la plus claire de cette maladie. Un homme qui utilisait le nom du peuple pour purger, pour répandre la peur, pour transformer la Révolution en un bain de sang continu. Le voyage de Charlotte à Paris n'était pas une évasion ou une aventure. C'était un voyage bien préparé et froid. Elle voyageait seule en train, sans armes, sans lettres de recommandation, sans personne pour l'accompagner. À son arrivée, elle loua une petite chambre, lut les journaux pour suivre les activités de Marat, acheta un couteau de cuisine bon marché au marché des Halles et écrivit 3 lettres, une à l'Assemblée nationale, une à la Cour et une à elle-même, dans lesquelles elle expliquait pourquoi la mort de Marat était nécessaire à la survie de la France. Quand tout fut prêt, elle frappa à la porte de l'appartement de Marat sous le nom de « femme qui avait besoin de dénoncer les contre-révolutionnaires ». La servante refusa de la laisser entrer, mais Charlotte revint une seconde fois, patiente et calme. Finalement, Marat, qui souffrait d'une maladie de peau et était allongé immobile dans la baignoire, accepta de la laisser entrer. Le coup de couteau s'est produit très rapidement. Charlotte sortit un couteau caché dans sa chemise et poignarda Marat directement dans la poitrine gauche alors qu'il écrivait les noms des traîtres qu'elle venait de lire. Il n'eut le temps de crier qu'une fois, puis le sang jaillit de sa poitrine comme une fontaine terrifiante. Les domestiques se sont précipités à l'intérieur, mais il était trop tard. Marat est mort en quelques minutes. Et Charlotte, la petite fille aux cheveux bruns, aux yeux aussi calmes qu'un lac, se tenait juste là, sans une larme, sans un halètement. Elle regarda droit devant elle comme si ce qu'elle venait de faire n'était pas un crime, mais un rituel, un nettoyage. Tout Paris fut secoué. Les journaux révolutionnaires la qualifiaient de « diable », de « laquais royal » et de « serpent venimeux déguisé en ange ». D'autres, plus discrètement, commencèrent à chuchoter. Peut-être avait-elle dit ce que personne d'autre n'osait dire. La mort de Marat, qui semblait avoir attisé les flammes de la Révolution, laisse aujourd'hui les gens perplexes. Si même des gens comme Marat peuvent être tués, qu'attendent ceux qui critiquent la Révolution dans des endroits plus sombres? Ces nobles idéaux sont-ils exploités pour perpétuer un règne de terreur sous le couvert du peuple? Charlotte fut conduite à la prison de la Conciergerie, en attendant son exécution. Lorsqu'on lui a demandé si elle avait des regrets, elle a simplement répondu « Non, j'ai tué un monstre pour sauver la France ».
Cette déclaration a bouleversé toutes les définitions de contre-révolutionnaire et de héros. L'exécution de Charlotte n'était qu'à quelques jours, mais sa réputation de meurtrière pour une cause avait déjà commencé à se répandre, non seulement en France, mais aussi au-delà de ses frontières. Une femme qui tue, non pas par amour, ni pour l'argent, mais pour croire en une société plus juste, est quelque chose à condamner ou à méditer. Charlotte Corday est née en 1768 en Normandie, dans le nord de la France, dans une famille aristocratique en déclin. Sa mère est morte quand elle était jeune, et son père strict et calme l'a élevée, elle et ses sœurs, avec une forte croyance en la moralité et l'ordre. Devenue adulte, Charlotte fut envoyée au couvent de l'abbaye aux Dames de Caen, non pas pour devenir religieuse, mais pour y être éduquée. Et c'est ici, entre les murs de pierre froide, qu'elle entre en contact avec les idées qui secouent l'Europe, les Lumières, la République, la liberté, la raison. Elle lisait Rousseau, Montesquieu, Voltaire, mais son préféré était Plutarque, le biographe antique. Dans les pages de vieux livres, Charlotte trouve des modèles de grands hommes morts pour des idéaux, pour la justice. Des gens comme Brutus, qui a poignardé César pour sauver la République romaine. Peu à peu, une idée s'est formée dans l'esprit de Charlotte. Parfois, tuer une personne est l'acte le plus noble, s'il met fin à la violence et apporte la liberté à la majorité. Elle n'est pas une fanatique. Elle croit en une révolution propre, une société fondée sur la raison et la vertu. Mais jour après jour, la réalité la rendait de plus en plus désespérée. Depuis quand, elle voit les journaux révolutionnaires recenser chaque jour les exécutions. Elle a entendu dire que des milliers de personnes avaient été guillotinées simplement parce qu'elles étaient soupçonnées d'être des réactionnaires. Les procès se déroulaient rapidement et l'accusateur gagnait toujours. Au milieu de tout cela, un nom revient, celui de Marat. Jean-Paul Marat, médecin, philosophe et aujourd'hui journaliste le plus puissant de France, est devenu un symbole de la folie. Dans son journal, il appelait constamment à davantage de meurtres, à davantage de procès et à davantage d'élimination des réactionnaires. Il écrit comme si chaque citoyen devait devenir un informateur. Pour Charlotte, Marat n'était plus un homme, il était l'incarnation du cancer qui rongeait le cœur de la Révolution. Ce n'est pas le roi Louis XVI, ni la reine Marie-Antoinette, mais Marat, en tant qu'écrivain, qui a déclenché une fureur meurtrière que personne n'a pu arrêter. Dans l'esprit de Charlotte, l'image de lui se baignant dans la baignoire, écrivant chaque article avec sa main couverte de puces due à une maladie de peau, déformait encore plus l'image. Un homme physiquement handicapé, mais doté d'un pouvoir illimité, comme une araignée venimeuse assise au milieu d'une toile meurtrière. Charlotte n'a pas agi immédiatement. Elle a passé des semaines à lutter avec elle-même. Elle croyait que les femmes étaient nées pour aimer, prendre soin des autres et prier. Mais lorsque des orphelins erraient dans Caen parce que leurs parents avaient été décapités, lorsque les nouvelles d'exécution remplissaient les églises, lorsque les gens commençaient à appeler tuer un devoir civique, Charlotte comprenait que la prière ne suffisait pas. Elle n'a pas d'armes, pas d'armée, pas de parti politique derrière elle. Mais elle avait quelque chose que beaucoup avaient perdu depuis longtemps. La conviction inébranlable que tuer Marat était la bonne chose à faire. Elle partit pour Paris en voiture, seule, avec quelques pièces de monnaie, quelques vêtements et un projet auquel personne n'avait jamais pensé, une femme tuant pour un idéal. Le premier jour à Paris, elle a loué une chambre bon marché. Le deuxième jour, elle est allée acheter un couteau. Pas une épée, pas un pistolet, juste un couteau à fruits, petit, facile à cacher, mais suffisamment tranchant pour percer le cœur d'un homme. Elle écrit alors à l'Assemblée nationale. « Marat est un meurtrier, et je le traduirai en justice de mes propres mains. » Personne n'a reçu la lettre à temps. Le troisième jour, Charlotte a localisé l'adresse du domicile de Marat. Il vivait au 30 rue Cordelier, dans un petit appartement, et prenait un bain toute la journée à cause de sa maladie. Il était faible et ne pouvait plus beaucoup marcher, mais son esprit était toujours aussi vif qu'un couteau. Charlotte a compris, c'était le moment. Elle portait une robe blanche, les cheveux attachés en chignon, et frappa à la porte sous prétexte « J'ai des informations sur les contre-révolutionnaires ». Le serviteur a refusé. Charlotte revient. Le lendemain, elle revint, patiente et calme, avec une étrange confiance. Cette fois, Marat la laissa entrer. La réunion n'a pas duré plus de 10 minutes. Charlotte a lu les noms des habitants de Caen qu'elle a présentés comme des conspirateurs contre-révolutionnaires. Marat écoutait et prenait des notes, sa main tendue hors de l'évier, son stylo tremblant sur le papier. Alors qu'il se penchait pour appeler un autre nom, Charlotte sortit son couteau.
Le coup de couteau est allé directement dans la poitrine gauche, à travers les côtes, et a touché le cœur. Marat poussa un seul cri, le sang gicla violemment, puis s'effondra mort dans le réservoir d'eau. Charlotte ne s'est pas enfuie. Elle laissa tomber le couteau au sol, resta immobile à regarder le corps se contracter, puis s'assit pour attendre que quelqu'un vienne l'arrêter. « Je l'ai tué », dit-elle, presque avec soulagement, alors qu'elle était menottée. Un seul homme, mais il représentait le système. Elle fut traînée hors de son appartement, à travers les rues où les Parisiens commençaient à pleurer le martyr du peuple. La presse révolutionnaire la qualifiait de prostituée engagée par les nobles et de meurtrière de sang-froid. Mais Charlotte s'en fichait. Dans la cellule froide de la prison de la Conciergerie, elle écrit des lettres à son père, à l'Assemblée nationale, au peuple français, non pas pour demander pardon, mais pour s'expliquer. Elle croyait qu'elle allait mourir, et ce n'était pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est une France où les gens restent assis sans rien faire et regardent les bouchers brandir des couteaux au nom de la liberté. Le jour de l'exécution approche. Mais aux yeux de Charlotte, il n'y avait aucun regret. Il n'y avait que le silence, celui de quelqu'un qui avait accepté la mort pour empêcher son âme de pourrir. 17 juillet 1693. La matinée à Paris commença par un étrange silence. Il n'y eut pas d'acclamation révolutionnaire, pas de cloche de victoire, seulement le bruit solitaire des sabots de l'escorte résonnant au milieu de la place de la Concorde. Une calèche en bois roulait lentement sur les rues pavées, transportant Charlotte Corday, 25 ans, jusqu'à l'échafaud. On dit qu'elle portait une robe blanche, découvrait son visage et ne baissait pas la tête. Sur ses lèvres, il y avait encore un léger sourire, pas un sourire fier, ni un sourire fou, mais un sourire étrangement calme, celui de quelqu'un qui avait vu la mort clairement et l'avait acceptée comme un destin inévitable. Elle n'a pas pleuré, n'a pas prié, ne s'est pas excusée. Lorsque le prêtre s'est avancé pour lui demander si elle voulait se repentir, Charlotte a simplement secoué la tête. Elle ne se sent pas coupable. La foule qui entourait l'échafaud n'était pas la foule habituelle en colère et hurlante. Ils restèrent silencieux, beaucoup d'entre eux semblant confus, parce que l'image qu'ils avaient sous les yeux ne ressemblait à aucune autre contre-révolutionnaire jamais exécutée. Charlotte n'est pas riche, ni extravagante, ni arrogante. Elle n'est ni une espionne, ni une assassine professionnelle, ni une noble hautaine. Elle était comme une petite amie, une sœur, une jeune enseignante. Et elle était sur le point de mettre sa tête sur le couteau comme si c'était le choix le plus naturel. Alors qu'elle était attachée à la guillotine, elle leva une dernière fois les yeux vers le ciel bleu. Pas un dernier mot, pas un cri. La lame tomba avec un claquement sec et la tête de Charlotte tomba dans le panier en osier. L'un des bourreaux leva la tête, comme d'habitude, pour montrer sa puissance à la foule. Mais selon de nombreux témoins, quelque chose d'étrange s'est produit. Lorsqu'il a giflé Charlotte violemment sur la joue gauche, un de ses yeux s'est ouvert en grand, ses lèvres se sont légèrement pincées, comme si elle réagissait un instant. Certains ont crié, d'autres se sont détournés. L'histoire, vraie ou non, s'est rapidement répandue dans tout Paris, comme la malédiction finale d'une âme inflexible. La mort de Charlotte Corday ne met pas fin à la Révolution. Mais cela fait que les gens s'arrêtent. Cela a semé le doute en France. Qu'est-ce que la justice en réalité? Qui a le droit de tuer des gens au nom du peuple? Et des gens comme Marat, vénérés comme des saints, méritent-ils vraiment d'être inviolables? Dans les mois qui suivirent, la Révolution continua d'être sanglante. Robespierre arrive au pouvoir, instaure la terreur, et des milliers d'autres sont guillotinés. Mais à chaque procès, le nom de Charlotte Corday persistait dans le cœur des juges et des bourreaux comme un fantôme. Si une jeune fille sans rien dans les mains pouvait abattre une icône, qui d'autre était intouchable? Quant à Marat, son corps fut solennellement enterré au Panthéon, lieu réservé aux plus grands hommes de France. Les gens ont construit des statues et écrit des livres le louant comme un véritable ami du peuple, un saint martyr. Mais quelques années plus tard, lorsque la fièvre révolutionnaire s'est calmée, la statue de Marat a été démolie, son nom a été effacé de nombreuses cartes et son image est devenue le symbole d'une période d'effusion de sang incontrôlée. Entre-temps, le portrait de Charlotte Corday a été redessiné, gravé sur des pièces de monnaie et inclus dans les livres d'histoire en tant que personnage controversé, en partie assassin, en partie héroïne, en partie incarnation de la beauté dans la tragédie, en partie voix de la conscience individuelle à une époque de folie.
Le plus grand héritage de Charlotte n'est pas son meurtre, mais la question qu'elle a posée au cœur de chaque révolution. Si au nom de la justice, toutes les voix opposées doivent être détruites, cette justice est-elle toujours la justice? Si une femme doit prendre un couteau simplement parce qu'elle n'a aucun autre moyen de dire la vérité, à qui la faute? 200 ans plus tard, son nom apparaît encore dans les débats sur la morale politique, sur la violence révolutionnaire, sur le genre et le pouvoir. Charlotte n'a écrit aucun livre, n'a fondé aucune école et n'a laissé aucun testament. Mais ce sont ses actions silencieuses, décisives et directes qui ont laissé une leçon que l'histoire ne pourra jamais ignorer. Un petit individu peut changer le cours des temps, s'il a le courage d'en payer le prix. Dans l'esprit des personnes éprises de liberté, Charlotte Corday reste une figure d'une tragédie nationale, une femme qui ne recherchait pas la gloire, mais qui ne pouvait tout simplement plus la supporter. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour faire trembler l'histoire.